J'ai souhaité démarrer par essayer de faire un plan, qui vaudra ce qu'il voudra, mais commencer par les artistes. Il y a eu plusieurs éléments. À la fois, il y avait ce matin une interrogation sur est-ce que les artistes ont leur place, finalement, dans les animations environnementales. Et puis on a vu presque des réponses cet après-midi, avec plusieurs interventions qui montraient de façon assez évidente la place que pouvaient prendre des artistes. Et donc j'ai piqué, entre guillemets, quelques mots qui ont été donnés sur le rôle que les artistes pouvaient jouer, émouvoir, toucher, ça a été dit. Donc tous ces mots-là, c'est pas moi qui les mets, je ne fais que retranscrire des choses que j'ai entendues. L'interrogation entre art et médiation, et la représentation de la nature en ville. Puis on a vu des travaux avec des plasticiens, du spectacle vivant. Alors, ça paraît évident pour plusieurs éléments de l'aspect important des artistes. Dans un premier cas, je présentais hier différentes approches de l'environnement et peut-être trop rapidement les approches du déficit modèle. Et dans le déficit modèle par rapport à l'environnement, certains pensent que s'il y a un problème de crise environnementale, c'est que les gens ne sont pas suffisamment informés, donc ont des mauvais gestes. Et donc il faut leur apporter le savoir pour qu'ils changent leur comportement et qu'ils aient des bons gestes. Ce qu'on entend quand même assez souvent dans les interventions qu'on a eues, éduquer pour changer de comportement. Puis il y a d'autres approches, et à laquelle j'appartiens, le courant auquel j'appartiens, qui pensent plutôt que la crise environnementale actuelle est une crise d'usage et de représentation. Qu'est-ce que ça veut dire? On en parlait avec des collègues tout à l'heure à la pause, qui posaient des questions sur la chasse, sur différents aspects, comment ça peut cohabiter. Effectivement, nous avons, et d'autant plus quand nous vivons dans des milieux urbains ou périurbains, une concentration importante de personnes qui ont des représentations totalement différentes de la nature. Et c'est parce qu'effectivement, ces représentations qui entraînent des usages différents de la nature, de naturalisme, d'observation, de photographie, d'art, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et la difficulté qu'il y a, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut faire cohabiter ça. Et peut-être que l'une des solutions pour faire cohabiter ça, c'est peut-être de permettre des échanges, de permettre effectivement des rencontres. Et là, effectivement, les plasticiens, puisqu'on va travailler sur des représentations de la nature, enfin plasticiens, artistes et tout, peuvent être particulièrement, des artistes, pas forcément que ceux-là, ça peut être des auteurs aussi, mais peuvent être particulièrement bien placés pour nous interroger et pour reformuler le questionnement sur nos rapports à la nature. Donc personnellement, je serais très favorable et sur des actions qu'on a pu faire, tous ces différents métiers sont intervenus et ça paraît important. Mais je voulais souligner aussi que dans l'histoire de l'environnement, les artistes ont joué, et notamment en France, un rôle fondamental avec l'école de Barbizon. Et on a parlé de Fontainebleau, et c'est pas par hasard que l'UIPN et l'UCN s'est retrouvé à Fontainebleau avec, encore une fois, le Muséum national d'histoire naturelle qui présidait. Mais c'était pour rendre hommage à l'école de Barbizon. Et pourquoi vouloir rendre hommage à l'école de Barbizon? L'école de Barbizon, c'était les arracheurs d'OGM de l'époque. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'était? Des peintres qui se sont retrouvés à Barbizon et qui ont trouvé dans ce lieu un endroit qui paraissait particulièrement pertinent. Pourquoi? Parce que c'était pas très loin de Paris, on pouvait encore y avoir accès. Il y avait un train qui allait jusqu'à Fontainebleau, une diligence qui allait ensuite jusqu'à Barbizon. Et puis il y avait cet environnement de la forêt de Fontainebleau qui leur paraissait particulièrement intéressant au moment où ils s'opposaient à l'école d'art traditionnelle qui se faisait en histoire de l'art à Paris. Et c'était presque les précurseurs de l'impressionniste. Donc une école importante qui était précurseur de l'impressionniste. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont retrouvés dans l'auberge du Père Gane. Je vous engage vivement à y aller quand vous allez à Fontainebleau. Allez visiter ça. C'est le chantre de l'éducation, de mouvement environnementaliste en France. Et on voit encore, malheureusement ça n'a pas toujours été bien entretenu, mais des peintures, des illustrations assez délirantes de ces peintres qui parfois n'avaient pas de sous, et pour payer leur dû, en fait, peigner l'auberge. Et ce qui est intéressant, c'est que vous aviez le bon Père Gane qui offrait le couvert à tout voyageur qui lui rapportait 12 plants de pin déterrés dans la journée. Vous voyez pourquoi je fais référence aux arracheurs d'OGM? Parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'il y avait par rapport à la forêt Fontainebleau qui était très riche? Certains enlevaient détruisaient la forêt, pour replanter une autre forêt, une forêt de pin, une forêt de production. Donc là, les artistes ont été créés grâce à ça et grâce notamment à d'autres artistes, Baudelaire et d'autres artistes, Rousseau, pardon, est-ce que je dis Baudelaire, c'est Rousseau, les réserves artistiques
En 1902, la forêt de Fontainebleau a commencé à être protégée sous le titre de réserve artistique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment évolue. Et ça souligne bien nos rapports à la nature. C'est-à-dire, quelles sont les réserves artistiques en 1902, quelles sont les réserves biologiques en 1970 et les zones d'intérêt écologique en 1992. Ce ne sont pas les mêmes. Elles n'ont pas la même importance, et donc selon le regard que nous portons sur la forêt de Fontainebleau à une certaine époque différente, nous avons bien un regard différent et nous avons bien un souhait de protection différente. Et là, l'intérêt, c'est à la fois peut-être d'avoir le point de vue des scientifiques, mais pourquoi ne pas aussi avoir le point de vue des naturalistes, des artistes, pardon, excusez-moi, des artistes qui peuvent avoir aussi un rapport à cet environnement. Donc, à la fois par rapport à l'histoire du courant environnementaliste et par rapport à ces rapports, personnellement, je pense que la place des artistes ne se discute même pas et qu'ils ont largement et très largement leur place dans ce courant environnementaliste. Autre point avant de conclure, ce qui est intéressant de voir, et là ça n'a pas été souligné, ou peut-être que les gens n'ont pas eu le temps de le dire et qu'ils le font et que c'est lié au contexte de temps, mais ce qui est intéressant de voir, et notamment dans les musées, bon, c'est le terrain sur lequel je travaille le plus, et actuellement je m'intéresse toujours au rapport sciences-société, donc la façon dont c'est présenté dans les musées. Les expérimentations les plus innovantes aujourd'hui au niveau international viennent par les mises en scène par des artistes dans les expositions. Donc les façons de traiter les questions sciences-société, le plus innovant aujourd'hui, quels que soient les continents, Australie, Amérique, Europe, ce sont des artistes qui les amènent. Donc c'est pour clore ce chapitre, mais personnellement ma réponse elle est très claire là, les artistes ont très largement leur rôle dans cette initiation-là. Deuxième point qui paraît intéressant d'analyser, c'est la spécificité de l'éducation à la biodiversité, le thème d'aujourd'hui, versus EDD, le mot est revenu souvent. Et là, il y a des questions qui se posent, alors ce n'est pas une attaque sur le projet, parce que c'est quelque chose qui revient souvent, c'est, derrière ça, la question qui se pose, c'est, il y a un collègue qui disait je ne vois pas pourquoi on passera à l'EDD, je suis plus favorable à l'URE, c'est que c'est dans l'URE. Effectivement, on reprendra les différents courants de l'URE tout à l'heure, mais par exemple, si je prends le projet Corridor qui a été présenté aujourd'hui, et ce n'est pas une critique du tout du projet, le problème n'est pas là, mais la question que je peux me poser, c'est est-ce que c'est un projet d'éducation relative à l'environnement ou est-ce que c'est un projet d'éducation au développement durable ? Or, il nous était présenté dans le cadre de l'éducation et du développement durable. Et là, on voit bien, et à travers cet aspect-là, qu'est-ce que finalement est spécifique à l'EDD. Est-ce que c'est, comme on l'abordait hier, phénomène de mode, et qu'en gros, si on ne le dit pas, on n'a pas de sous, on est bien obligé de le dire, parce que les élus le veulent, parce que la pression sociale le veut, etc. Ou est-ce que l'EDD nous entraîne à faire des types d'animation de façon différente? Si oui, lesquels? Or là, on est dans le nœud du problème. De même qu'on abordait tout à l'heure, hier, biodiversité versus diversité biologique. Donc là, il y a une question qui paraît intéressante et à aborder. Et par rapport aux différents courants d'éducation à l'environnement où on avait l'approche biocentrique, écocentrique, anthropocentrique, ça paraît évident pour tout le monde, et puis sociocentrique, dont on n'a peut-être pas trop parlé jusqu'à aujourd'hui, mais l'approche sociocentrique, c'était l'approche qui intégrait les aspects économiques, politiques, sociaux, etc. Et donc, dans l'éducation relative à l'environnement au niveau international, vous aviez l'ensemble des 4 approches, et qui regroupaient largement ce qu'aujourd'hui on nous fait croire qui existe dans le développement durable. Sauf un élément, ce n'était pas au service d'une idéologie. Et c'est là où peut-être, d'où je mets, en dehors des aspects de valeur et de l'éthique qu'il y a derrière l'EDD, est-ce que l'EDD apporte quelque chose de fondamentalement différent de ce qu'il y avait dans ces 4 courants d'éducation relative à l'environnement qui existaient auparavant au niveau international. On a abordé aussi aujourd'hui des aspects liés à des spécificités des structures. Alors, les parcs naturels, il se trouve qu'on va travailler ensemble dans 15 jours et que j'ai actuellement des projets de recherche sur d'autres parcs naturels régionaux et qu'effectivement, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on s'adresse au public, quand on fait des enquêtes au niveau du public, il y a souvent une confusion entre PNR et parcs nationaux. Et pour le public, un PNR, c'est la protection de la faune et de la flore. Or, ce n'est pas du tout la fonction d'un PNR au début. Au début, on est purement dans un projet d'aménagement du territoire. Et puis petit à petit, ça a été souligné, il y a l'aspect environnementaliste, mais les éléments les plus importants, je les ai mis en jaune. Ça, c'est la définition qui est donnée actuelle pour tous les parcs: gestion adaptée des milieux naturels, paysages, aménagement du territoire, contribuer au développement économique. Et c'est sûr que la spécificité de l'éducation à l'environnement versus l'éducation au développement durable versus l'éducation à la biodiversité, vous mettrez le terme que vous voulez, mais la spécificité dans un parc naturel aujourd'hui, elle n'est pas simple à cadrer. Et si je travaille au sein d'un parc naturel ou si je travaille dans une structure d'un CPIE par exemple ou autre chose,
quelles sont les questions que je dois me poser, en quoi je dois proposer des choses un petit peu spécifiques, qu'est-ce qui fait l'identité du parc, etc. Donc là, il y a de nombreuses questions à se poser, et là, il y a certainement des éléments à creuser. Mais on a vu aussi des exemples dans les parcs urbains. Je ne sais pas si les collègues de Malsaucy seront heureux si je les associe à des parcs urbains, mais bon, parcs urbains, parcs départementaux, mais ça a été dit quand même, la notion de forte densité. Mais qu'est-ce qu'on voit déjà alors, même si ça n'a pas été abordé par la collègue qui est plus partie sur les 24 heures de la biodiversité, mais il y a un autre aspect, c'est qu'effectivement dans ces parcs, et ça a été très bien précisé pour le Malsaucy, c'est que les gens viennent a priori d'abord pour le loisir. Quitte à venir en maillot de bain, comme on nous a dit hier. Mais on vient d'abord pour le loisir. Et puis on voit une maison, on voit de la lumière et on rentre. C'est ce qui nous a été dit aussi en gros, je caricature à peine. Donc ça veut dire qu'on a effectivement un potentiel d'accueil très important sur le parc, qui ne vient pas forcément pour l'environnement, et puis de se dire comment, au moins, à défaut d'aller chercher des gens qui ne viennent pas au parc, mais déjà comment je mobilise. C'est la même chose dans les parcs du 93. Je trouve que j'ai travaillé il y a peu de temps sur les parcs du 93, donc je connais un petit peu cette problématique aussi, et il y a les mêmes problèmes. Mais je mettais derrière, nous avons exactement le même problème au Jardin des Plantes du Muséum. Au Jardin des Plantes, nous sommes en plein cœur de Paris. Nous sommes entre deux universités et on a énormément de gens qui traversent tous les jours. On a des coureurs, les pompiers qui viennent courir tous les matins pour s'entraîner, des joggers, du tai chi, tout ce que vous voulez, les étudiants qui traversent tous les jours, les écoles du coin qui l'utilisent pour faire le sport ou pour venir au manège. Mais une grande proportion de ces visiteurs qui traversent tous les jours le Jardin des Plantes ne sont jamais rentrés dans nos galeries. On a le même problème en tissu urbain, c'est-à-dire qu'on a effectivement un potentiel énorme qui traverse le Jardin des Plantes et pour l'instant, on sait plus ou moins bien lui donner envie de rentrer dans nos galeries. Donc là, on a quelque chose de spécifique qui, effectivement, par rapport à ça. Par rapport au 93, ce qui est intéressant, c'est que souvent, dans les médias, on l'appelle le 9-3, entre guillemets. Et la réputation du 93 ou du 9-3, elle n'est pas forcément bonne dans la presse. Et il est vrai que les élus, non seulement sur les aspects biodiversité, mais sur les aspects d'aménagement du territoire, cherchent à développer, d'amener des entreprises, créer des emplois et tout. C'est un département qui bouge beaucoup aujourd'hui. Et ce serait intéressant de voir dans 10 ans, dans 15 ans ce qu'il deviendrait, mais il est en train de beaucoup bouger. Mais il se trouve que, dans le cadre d'une autre étude encore, que nous avons réalisée, et là avec Fondation 93, sur l'éducation au territoire dans le 93, eh ben, des jeunes à qui on leur demandait de réfléchir sur la mobilité, parce on ne voulait pas leur dire les transports, faire les échos de transport, etc. Bon, ça va. Ils ne sont pas du tout partis sur une approche naturaliste. Ils sont partis dans la mobilité sociale et culturelle. Et leur problème, c'était, si j'habite le 93, en gros, même si j'ai un bac, on me ferme les universités, on me ferme aussi, j'ai pas d'emploi, tatati, tatata. Et le fait d'avoir des usines, le fait d'avoir des tours, ça les gênait pas du tout quand on les amenait dans d'autres parties du 93. Vaujour, enfin, vous connaissez peut-être pas la région parisienne, mais l'endroit où il y a des lycées agricoles et tout, ils se sont dit, mais c'est la zone ici, il n'y a même pas McDo, il n'y a même pas, il y a pas de black, il n'y a pas de... Et leur univers à eux, c'est un univers cosmopolite, c'est un univers... Donc là aussi, nous avons nos propres représentations de la vie en urbaine, et ça pourrait être intéressant aussi de se retourner vers ces jeunes qui habitent et de savoir quelles sont leurs attentes réelles, etc. Là, il y aurait peut-être des choses intéressantes à analyser. Autre chose, à mon avis, qui apparaissait dans vos présentations, c'est la spécificité de l'évolution de la professionnalisation. Effectivement, je disais, moi quand j'ai démarré il y a plus de 30 ans, ça n'existait pas. Même on me disait, mais t'es complètement fou, t'es intéressé à ça, il n'y a pas d'avenir là-dedans. Qu'est-ce que tu vas foutre? Animateur nature, c'est un métier qui n'existait pas, il n'y avait pas de formation, etc. On sait que depuis, il y a moult formations pour ce genre de profession, mais on voit aussi, ici, dans les différents éléments que j'ai mis, ce sont des mots que vous avez utilisés. C'est-à-dire qu'il y a la fonction que je qualifierais de classique, entre guillemets, d'animateur. Il y a des gens qui se sont transformés ou qui font en plus, parce que souvent on fait plusieurs métiers à la fois. Les appels à gestion de projet, parce que ce sont les mêmes compétences, et comment on acquiert ces compétences. Faire le lien avec différents acteurs, on l'a entendu dans plusieurs projets, que ce soit des élus, que ce soit des associations, des parents d'élèves. Animer ou faire la coordination de réseau, c'est encore d'autres compétences, d'autres types de métiers. Et bien évidemment, ça a été souligné, certaines de ces approches sont chronophages. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, compte tenu de cette multiplication, et on reviendra tout à l'heure sur les aspects de partenariat versus délégation de services publics ou versus conventionnement, etc., c'est est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui en train d'être dans une phase importante où ces métiers, parce que je ne pense pas qu'il y en ait un, mais ces métiers qui tournent autour de l'animation nature, etc., ne sont pas en train de se modifier de façon très très importante. J'ai souligné aussi des formations très différentes. Certains viennent d'université, certains viennent d'UT, certains ont fait des animations nature, etc. Et que peut-être là, il y a à réfléchir aussi sur ces transformations qui sont profondes dans les travaux qu'on demande à ces professionnels-là. Et ce qui pose un autre aspect qui a été, à mon avis, plusieurs fois soulevé. En tous les cas, j'ai discuté avec certains d'entre vous dans les pauses.
c'est que se pose le problème de formation continue. Certains sont venus me voir pour me dire on aimerait bien reprendre les études, qu'est-ce qu'on peut faire, tatati tatata, d'approche réflexive. Effectivement, comment est-ce qu'on peut s'intégrer dans cette démarche de réflexion et pour pas toujours être la tête dans le guidon, parce que tous les jours il y a des problèmes à résoudre et tous les jours faut être sur le feu, etc. Et là, quelques pistes de réflexion. Ceux qui ne connaissent pas, il y a la formation à distance qui est faite à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Lucie Sauvé, qui est quand même un nom assez connu pour ceux qui lisent sur ces éléments-là, en a assuré la direction pendant longtemps. Elle est en phase de passer le relais. Donc là, il y a moyen, et ça peut être particulièrement pertinent pour les gens qui travaillent où ils ne sont pas forcément proches d'université. Vous avez le site Réfère, je ne suis pas sûr que vous le connaissiez. Le site Réfère, c'est un réseau de chercheurs spécialistes en éducation active environnement et un réseau francophone. Donc là, il n'y a pas de problème de langue, il n'y a pas de barrage de langue, et qui diffuse énormément d'articles, gratuitement sur Internet. Vous aurez d'ailleurs des liens avec les actes du colloque de Digne sur l'éducation à la biodiversité, éducation au développement durable, qui sortent dans un mois sur ce réseau. Et vous faites REFERE UQAM et vous arriverez sur le réseau Réfère. Là, vous avez accès à énormément de bibliographies francophones gratuites. Et puis, vous avez la revue, une revue francophone. Il n'y en a qu'une aujourd'hui. Il y en a énormément anglo-saxonnes, mais il y a une revue francophone d'éducation relative à l'environnement. Et quand les articles, dès qu'ils sont environ 2 ans, 3 ans, ils sont en ligne sur le site Réfère, donc vous pouvez les retrouver. Et cette revue s'appelle ERE. Elle est éditée aussi au niveau de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Elle est très liée à ce réseau francophone d'éducation active environnement. Donc là, des pistes, mais je me tourne vers les responsables, j'allais dire politiques, les élus, les responsables de direction de régions, départements qu'il peut y avoir dans la salle. C'est que là, il y a aussi une responsabilité par rapport aux employeurs d'assurer la possibilité à ces salariés d'avoir cette évolution de carrière et d'avoir la possibilité d'accéder à des formations continues et tout. Donc ça, je pense que c'est fondamental aujourd'hui. Tous les éléments qui touchent à l'environnement bougent énormément sur les aspects conceptuels, on l'a vu hier, sur un certain nombre d'aspects techniques et tout. Et il faut absolument donner cette possibilité de respiration, je dirais, à ces professionnels pour se ressourcer. Type d'animation, on a vu aussi des types d'animation très différents qui ont été proposés. Alors, pour les uns, l'ancrage local paraissait important. Alors là, il y a énormément de travaux qui soutiennent cet aspect-là. Et Tom Berryman, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, c'est un Québécois qui a beaucoup écrit sur ce sujet-là. Vous retrouverez les membres du réseau. Vous avez l'école française, l'école de Tours, avec Dominique Bachelard et Dominique Cotreau, où là, ce sont des auteurs qui ont particulièrement travaillé sur ces aspects-là. Vous trouverez assez facilement sur Internet des réflexions théoriques pour ceux qui sont intéressés sur ces aspects-là. Il y a diverses approches, ça a été notamment présenté par Vincent dans la première présentation. Alors, lui l'a présenté de façon plus importante. J'imagine que la majeure partie des gens qui sont ici utilisent un peu les mêmes approches. Par contre, le regret peut-être que j'avais, c'est là on a plutôt vu des types d'approches, expo, conférences, débats, tatati, tatata, mais justement ces différents courants d'éducation active à l'environnement. Or là, ça peut être aussi une réponse, c'est quelles pourraient être les solutions, quelles sont les pistes pour l'éducation active à l'environnement. C'est pas la bio qui est meilleure que l'éco, que l'anthropo, c'est peut-être le mélange des 4 qui est une bonne approche. Parce qu'effectivement, ce sont 4 sensibilités très différentes, et que si on souhaite donner au public une vision un peu globale des problèmes environnementaux, peut-être faut-il lui donner la possibilité de les percevoir selon 4 axes très différents, des axes beaucoup plus bio ou éco-centrés, et puis des axes sociaux et anthropocentrés. Et donc là, dans la diversité d'offres, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il ne faut pas cumuler ou jumeler entre les différents types d'offres, visites guidées, conférences, etc., vous comprenez, les différents types d'approches, de façon à essayer d'offrir. Alors là, ça peut se faire au niveau d'une structure, mais au niveau d'un département, c'est ce que j'ai proposé dans différents départements où j'ai fait des évaluations, c'est d'avoir une cohésion au niveau départemental, et de se dire au niveau départemental, notamment les structures qui dépendent du département, on assume qu'il y a cette polyvalence, mais il peut y avoir des services ou des unités ou des centres qui se trouvent beaucoup plus à l'aise en faisant du biocentrique, et bien eux, ils ne font que ça, pourquoi pas, c'est leur identité, ils le font bien, ils continuent de le faire, et peut-être qu'ils sont particulièrement bien placés pour le faire, mais d'autres structures du département font d'autres choses, et c'est l'offre globale du département qui permet d'avoir cette vision globale. Donc là, il peut y avoir des pistes de réflexion par rapport à ça. Comment monter des projets sur long terme? Ça, c'est un réel problème. Parce que de plus en plus, malheureusement, on est confronté à des approches qui sont des approches de communication. Les politiques nous donnent ça, malheureusement, quotidiennement. Plus on va s'approcher des campagnes présidentielles et de celles qui vont suivre, plus on va avoir ça. Et effectivement, par exemple, 4 ans sur la biodiversité, c'est très bien. Mais il ne faudrait pas qu'après,
la biodiversité soit abandonnée pendant X années parce que il va y avoir un renouvellement de jeunes, de moins jeunes, de nouveaux arrivants sur le territoire, et donc comment abandonner? Alors à la fois, on comprend que les structures ne puissent pas faire toujours la même chose parce que les gens vont pas revenir, c'est une évidence même, donc il faut être capable de se renouveler, mais comment est-ce qu'on peut garder sur des thématiques qui sont quand même des concepts structurants particulièrement importants, de garder cette possibilité, parce que le public peut changer, de garder cette thématique, par exemple biodiversité, ça peut être par des types d'offres différents, mais là il y a une vraie question qui est posée et qui me paraît importante. Comment innover constamment? La question a été posée pour les parcs naturels régionaux, effectivement. Là, c'est une pression qui peut être demandée dans toutes les structures. On ne réinvente pas l'eau chaude tous les matins, donc déjà, ça veut dire qu'il faut peut-être se donner les moyens de lire, mais versus renvoyer vers vos patrons la demande de formation professionnelle ou de recyclage régulier pour voir déjà avoir une connaissance de ce qui se fait au niveau national et international. Il y a les moyens maintenant, d'autant plus avec Internet, parce qu'il y a quand même beaucoup de publications et tout, mais il faut du temps. C'est bien beau de l'avoir sur son ordinateur. Il faut quand même avoir le temps de bouquiner, de digérer, etc. Donc ça nécessite du temps. Mais effectivement, cette innovation constante, elle peut poser problème. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est sur les thématiques? Et tu le disais toi-même, en gros, je fais toujours des nichoirs, des mangeoires, etc. Ou est-ce que c'est sur la façon de le faire? Et là, la question qui peut se poser, qu'est-ce qu'on appelle innover constamment? Et comment est-ce qu'on peut innover constamment alors qu'il y a un certain nombre de choses qui restent constantes aussi? Ces premiers contacts avec la nature, ce sera toujours une demande. Évaluation de l'impact des actions. Il y a eu beaucoup d'intervenants qui se sont soit posé des questions, soit dans la salle, soit qui ont donné des idées. Alors là, ce qu'il faut être conscient, c'est que si on parle d'impact des actions, il faut avant tout définir ce qu'on attend d'une action. Et malheureusement, le plus souvent, on est souvent contactés, nous en tant qu'équipe de recherche, pour évaluer des projets, mais malheureusement, quand on leur demande, écoutez, avant d'évaluer les projets, fixez-nous vos objectifs précis. Et quand on fait le tour de table des différents responsables, c'est pas clair ou c'est pas les mêmes et tout. Donc déjà, la première chose, si on veut évaluer, il faut déjà qu'on se soit fixé des objectifs précis. Ça veut dire qu'en amont, avant de démarrer une action, on clarifie clairement quels sont les objectifs. Ils peuvent être axiologiques, c'est-à-dire sur les valeurs. Est-ce qu'on a une transmission de valeurs, une réflexion sur les valeurs? Ils peuvent être cognitifs, sur des apprentissages, ils peuvent être de sensibilisation, on l'a beaucoup entendu depuis hier, enfin surtout aujourd'hui. Ils peuvent être comportementaux, et puis il y en a bien d'autres. Et bien évidemment, ils ne sont pas forcément qu'axiologiques, ou que cognitifs, ou que comportementaux, ça peut être plusieurs. Mais ça veut dire qu'il faut les clarifier et les expliciter, parce qu'autrement, l'évaluateur, il évalue en fonction de sa propre représentation. Alors c'est pas ça que vous demandez d'évaluer par rapport à votre propre projet. Donc la clarification, elle est importante. Alors je cite l'un des projets, Science à l'école comme vecteur de citoyenneté, avec pour objectif d'éduquer à des pratiques en faveur du DD. Moi, j'ai une commande là-dessus, je me pose déjà des grosses questions, parce que je me dis, science à l'école, je vois à peu près ce que c'est, mais ça me demande d'être clarifié. Quel type de science à l'école? Vecteur de citoyenneté. Alors là, la citoyenneté, ça fait plusieurs années que je travaille sur l'éducation à la citoyenneté, il y a énormément de courants différents sur la citoyenneté. Donc qu'est-ce que ça veut dire, vecteur de citoyenneté? Est-ce que ça a été clarifié au niveau de l'équipe culturelle qui a travaillé sur ce projet-là? Avec pour objectif d'éduquer, sur l'éducation, Yves l'a abordé déjà hier, différents courants sur l'éducation, à des pratiques en faveur du DD. On a parlé du DD hier. Vous voyez que presque tous les mots sont des mots polysémiques sur lesquels on peut mettre énormément de choses différentes derrière. Donc effectivement, si je dois travailler sur l'évaluation de ce genre de projet, ça veut dire que la première chose que je vais faire, interroger les responsables de structure, qu'est-ce qu'ils mettent derrière, et est-ce que ça a été suffisamment clarifié. Donc vous voyez que ça c'est un vrai problème. On n'en est qu'au début. On est simplement de se dire, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Ça c'est le minimum pour se dire, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Après on va voir comment est-ce qu'on peut évaluer ça. Alors l'Observatoire départemental de biodiversité, c'est dommage, je pense qu'ils sont partis, j'ai l'impression qu'ils sont partis, ils nous ont montré des résultats quantitatifs, et puis il y a une personne qui a posé, mais est-ce que le lien avec la thématique, comment vous l'analysez, quel est-il, etc. Et il y a d'autres choses qui pourraient être intéressantes, je sais qu'ils travaillent dessus, c'est le renouvellement des partenaires, par exemple. Est-ce que les gens qui participent à l'Observatoire Papillon, à Photographe, est-ce qu'ils reviennent régulièrement? Est-ce que c'est les mêmes? Ils abandonnent, etc. Donc là, il y a un certain nombre de données, mais ça, c'est assez facile à voir, ce genre de données. Il n'y a pas de complexité. Maintenant, si on travaille sur la finalité de l'Observatoire, on va voir que c'est peut-être plus compliqué. Donc ça, on peut avoir déjà des éléments. Plusieurs des travaux, l'Observatoire 24 heures pour la biodiversité, ça a été la présentation aussi ici, je pense que c'est les deux qui ont plus focalisé là-dessus, mais les autres quand même parlaient de l'observation. Travail sur l'observation. Là aussi, il y a de nombreux travaux qui ont été faits sur ce sujet-là, mais qu'est-ce que ça veut dire observer? C'est pas du tout évident.
On ferait un tour de table ici, je suis sûr qu'on ne mettrait pas du tout les mêmes choses. Et donc, si on veut travailler sur l'observation, est-ce qu'on clarifie ce qu'on entend par observation? Et notamment, quand on fait intervenir des artistes dans une démarche naturaliste, ben, l'observation de l'artiste d'un milieu naturel, l'observation du naturaliste d'un milieu naturel, ou l'observation d'un photographe, on a vu des projets qui utilisent la photographie, c'est pas du tout la même démarche. Est-ce que c'est clair dans la tête de ceux qui participent? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend de l'observation? Là aussi, il y a tout un travail peut-être de réflexion, mais il y a déjà pas mal d'outils de réflexion théorique qui existent. Alors je disais, donc vous voyez que déjà, là, on n'est pas entré dans le sujet, mais on a déjà... Alors des boîtes privées qui vont faire de l'observation, qui vont faire des évaluations, il va toujours en avoir. Hein. C'est bingo. Vous aurez peut-être moins d'universitaires qui vont vous dire, ils ne vont pas le faire s'ils pensent que ce n'est pas possible de le faire. C'est là où il y aura la différence, c'est entre des labos universitaires qui ne sont pas là pour gagner de l'argent, donc qui sont là pour faire des travaux, ou des boîtes privées qui vont dire, vous inquiétez pas, on va vous évaluer vos structures. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que c'est sérieux d'évaluer n'importe quoi et n'importe comment sans se donner un minimum de moyens. Alors, dépend du sujet qui est évalué. Alors, on a vu, enquête et questionnaire. Si on évalue comment le concept de corridor écologique est perçu, c'est relativement facile à faire, ça. Pourquoi c'est facile? Parce qu'on n'en parle pas trop dans l'opinion publique, parce que là, c'est assez restreint, et donc, on peut arriver à cerner d'un point de vue méthodologique, on peut avoir des résultats qui sont assez pertinents. Par contre, effectivement, quand la maison de Malsaucy nous a commandé de faire une évaluation sur, au bout de 4 ans, est-ce que la population de territoire de Belfort ou ceux qui fréquentent le site de Malsaucy sont plus sensibles ou pas à la biodiversité, pourquoi est-ce qu'on a refusé ce travail-là pour être correct et cohérent avec eux? Parce que ce qu'on aurait pu faire, on aurait pu évaluer effectivement un accroissement de connaissances, de perception, de sensibilité sur la biodiversité, tous les mots que vous pouvez imaginer. Vous voyez de quoi je veux parler? Mais sur 4 ans, rien ne prouve que c'était lié à la politique du département. Parce qu'en 4 ans, il y a plein d'opérations de presse, il y a eu des catastrophes qui ont eu lieu, etc. Et comment je vais prouver, moi, que sur ces 4 ans, c'est la maison de la nature qui l'a fait? Donc ça me paraît pas rigoureux de le faire, et donc en tant qu'universitaire, je préfère être franc et de dire, je peux évaluer le gars, mais je ne peux pas vous dire que ce gars-là, il est lié à votre activité, parce que c'est pas sérieux, je n'ai pas des moyens d'analyse suffisamment fins pour être capable de répondre à votre question. Donc vous voyez que l'évaluation, ça dépend de la question posée, et ça dépend comment on la pose. Alors, un autre exemple, c'est Boultaubois. Je ne sais pas si vous connaissez Boultaubois, mais enfin, c'est quand même... Alors là, on est dans le chantre de l'éducation à l'environnement en France, et vous savez qu'il y a plusieurs structures. La Hulotte, tout le monde connaît la Hulotte, même les plus jeunes, qui est le journal le plus lu dans les terriers. Les clubs JPN, la structure nationale Club JPN, le Conservatoire national, la MDR, ça c'est moins connu, c'est une maison de recherche sur le comportement animal, et le CIN Lafutet, qui était un des premiers CIN, qui a été créé notamment par la Hulotte, et donc il y a longtemps. Il se trouve que, là aussi, notre équipe a fait une évaluation sur toute la politique d'éducation à l'environnement sur ce territoire et de voir un petit peu ce qui se faisait. Ce qui est intéressant, c'est que quand on travaille avec les élus actuels, où beaucoup ont été des clients, ont lu la Hulotte quand ils étaient petits, ont été des clients du CIN, etc. Ils ont eu pendant leurs écoles, etc. Et puis quand on tourne au niveau des principaux responsables d'associations et tout, et on se dit finalement, vous êtes là le chantre de l'éducation relative à l'environnement en France, vous avez dans un petit village, Boultaubois, je ne sais pas où vous y êtes déjà allé, mais s'il y a 800 habitants, c'est le bout du monde, c'est quand même tout petit. Et vous avez 5 structures qui tournent autour de ça, c'est quand même extraordinaire. Et ils vous disent que si le territoire des Ardennes est à peu près protégé, ça n'a rien, et tout le monde vous le dit. Ça n'a rien à voir avec l'éducation relative à l'environnement. C'est tout simplement parce que le territoire se vide et que tout le monde s'en va et que donc il n'y a pas de pression. Et là, au moins, ils sont francs. Et même, ça va plus loin, le CIN a fermé. Les JPN, il n'y a plus de JPN dans les Ardennes aujourd'hui. Pourquoi il reste le siège national? Ils ont eu des points nord pour aller dans d'autres départements, mais par un espèce d'attachement affectif qui reste dans les Ardennes. Mais il n'y a plus de JPN dans les Ardennes. La même chose pour le Conservatoire national, qui n'ont pratiquement plus d'activité dans les Ardennes et qui, pour les mêmes raisons, eux aussi ont eu des points en nord dans d'autres départements. Mais se disent, non, on doit trop aux Ardennes, on reste là. Donc la question qui se pose, et vous voyez que poser l'évaluation, c'est complexe, parce que là, on est dans un endroit où il y a une information particulièrement pertinente. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas porté ses fruits, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. C'est pas du tout ça que je vous dis. Je vous dis simplement que quand on fait des évaluations avec les élus, avec des enseignants, avec des aménageurs et tout ce que vous voulez, tous vous disent, ça n'a rien à voir avec ça, si simplement on avait la chance d'avoir une demande, vous inquiétez pas, les routes on les ferait, les machins on les ferait, etc. on les ferait. Malheureusement, nos lycées se ferment, nos écoles se ferment, parce que tout le monde quitte le département.
Alors, ça vous pose quand même quelques questions, parce qu'il pourrait dire, oui, mais il y a quand même ça qui est fondamental. Ben non, et le fait que les JPN ne se développent plus, ça pose aussi quelques questions. C'est-à-dire, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la tarte à la crème dont forment les jeunes pour que, quand ils soient plus grands, moi je veux bien, ça fait 30 ans que j'entends ça, mais est-ce que c'est si simple que ça? On voit que c'est pas si simple que ça, et tout ça nécessite à être réintroduit. Parce que les jeunes qui ont été formés au CIN, ils sont les acteurs du département des Ardennes aujourd'hui. Et pourquoi ne sont-ils pas les acteurs dans ces structures-là? Point d'interrogation. Je n'ai pas de réponse à ça. Pour les publics, vous avez des questions sur les publics par rapport notamment, c'est revenu souvent, et je l'ai entendu aussi dans les pauses, oui, mais on touche principalement les primaires, et très peu les collèges et les lycées. Alors là aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans la bibliographie, qu'on retrouve très souvent dans ce milieu-là, et c'est lié à l'image que ces structures d'éducation ont par rapport au public. Et les musées ont eu la même chose. Pendant longtemps, une école qui allait au musée, c'était soit les primaires, et puis collège et lycée, pas question, il y a le bac, et au bout de 3 ans, on ne va pas perdre son temps à aller au musée, c'est un truc pour les gamins. Et donc, c'est une image sociale. Et pour changer cette image sociale, c'est un travail de longue haleine. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on balaye devant sa porte, c'est-à-dire qu'on essaie de travailler pour proposer des animations qui soient très différentes et qui correspondent au public que l'on souhaite viser, les adolescents, alors si c'est collège, lycée au niveau scolaire, ou des adolescents en dehors du milieu scolaire, mais ce n'est pas suffisant, ça veut dire qu'il faut travailler à relooker l'image que l'on a dans la société. Et donc ça veut dire, là il y a un effort important de partenariat, puis il y a des pistes qui ont été données, notamment du côté de l'éducation nationale, c'est un travail vraiment très, très proche. Alors il a été abordé là, les conseils pédagogiques, etc. Je suis souvent assez étonné que ces structures n'utilisent pas beaucoup les IUFM, là où on forme les enseignants, même si maintenant je préfère rien dire sur la formation des enseignants, parce que c'est mauvais pour mes artères, mais là il y a quand même moyen, dans la formation des enseignants, de toucher potentiellement les futurs enseignants, et un certain nombre de formateurs d'IUFM sont tout à fait ouverts à utiliser ces lieux-là dans le cadre de la formation des enseignants. S'engager sur le long terme, ça veut dire, ça a été abordé, le lien avec les associations naturalistes notamment. Mais le lien avec les associations naturalistes, ça signifie, alors ça a été abordé, je crois qu'on l'a abordé avec l'exemple de Mals aussi, et justement quand on parlait des fiches coach naturaliste que tu appelles, coach, comment tu appelles ça? Coaching naturaliste, excusez-moi. Et je demandais à des collègues de Mals aussi comment ça fonctionnait, s'ils étaient rémunérés et tout, donc ils sont rémunérés. Mais on a eu par exemple, je reprends l'exemple du muséum, pendant longtemps il y avait le salon du champignon au muséum. C'était tenu par une association de mycologues. Assez étrangement, au muséum, on n'a plus beaucoup de spécialistes de ces disciplines, parce qu'on a une perte très importante de spécialistes sur ces aspects de détermination. Et il y a eu des problèmes d'ordre financier, d'autres problèmes, et ça fait plusieurs années qu'on n'a plus le salon du champignon. Mais c'est sûr que si vous avez des partenariats avec des structures associatives, et notamment que ce soit des ornithos, des mycologues, tout ce que vous pouvez imaginer, leur rôle premier, c'est pas de former le public et public jeune. Autrement, ils seraient militants dans des associations de protection de la nature qui ont cet objectif-là. Ils ont d'autres intérêts. Donc ils peuvent y participer. Mais pour qu'ils puissent y participer, il ne faut pas leur demander trop souvent de participer parce que ça change complètement l'orientation de leur activité. C'est pas sûr qu'ils soient d'accord. Et puis peut-être ça nécessite effectivement de clarifier les choses, y compris au niveau financier partenariat. C'est-à-dire, si vous nous amenez quelque chose, qu'est-ce que nous on peut vous amener? Alors ça peut être sous forme financière, mais ça peut être aussi sous forme, on vous donne un espace d'exposition pendant un mois et demi gratuitement, on vous met à disposition, par exemple ici, cette maison-là, et vous allez, ça fait partie des propositions qu'on a faites pour ici, avec le contact avec les associations, de proposer un espace d'exposition, parce que souvent ces associations, justement, n'ont pas d'espace d'exposition et n'ont pas les moyens d'avoir un espace d'exposition pour présenter leurs travaux, pour présenter. Donc là, il y a peut-être des pistes à voir. Alors au niveau théorique, il faut vraiment aller voir du côté français Yannick Bruxelles, c'est quand même l'une des spécialistes du partenariat en éducation active et environnement, elle a beaucoup écrit sur le sujet aussi, vous trouverez sur internet ses travaux, et puis simplement pour poser, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, et ça a été souligné notamment sur les parcs naturels régionaux, mais sur d'autres pistes, vous voyez, alors là, la bibliographie, il y a énormément de choses sur le partenariat, j'ai pas eu le temps de tout regrouper en quelques heures, même pas, en une demi-heure de repas, mais vous avez déjà une première classification qui vous donne des pistes différentes, et on voit qu'aujourd'hui, le mot partenaire, il a été employé dans des sens complètement différents, et que ça aussi, peut-être, ça nécessite d'être clarifié. Parce que si on ne clarifie pas l'utilisation de ce terme partenaire, on a, et de nombreux travaux le montrent dans les évaluations, on a des problèmes inévitables localement, parce qu'au bout d'un moment, les partenaires, ils sont tannés, ils ont l'impression d'être pris pour des imbéciles. Donc, il faut effectivement clarifier un petit peu ces enjeux, et qu'est-ce qu'on attend au niveau du partenariat.
Sur l'éducation active à l'environnement, rapidement, et l'éducation, comment dire, à la citoyenneté, sur des pistes de réflexion, là c'est les pistes sur lesquelles nous travaillons, donc situées dans le cadre de l'éducation à l'environnement et dans le cadre de la citoyenneté, pas dans l'approche déficit-modèle, je pense que vous l'avez compris, mais on est beaucoup plus dans l'éducation au pouvoir. Et qu'est-ce que ça signifie, l'éducation au pouvoir? C'est donner les possibilités au public d'acquérir les savoirs et, ce qui est fondamental, les savoir-faire, les pratiques sociales, donc d'argumentation, de s'exprimer, etc., pour pouvoir intervenir, notamment notre collègue qui intervient régulièrement nous dit toujours sur les études d'impact, mais pour que ces gens puissent aller justement donner leur avis sur des études d'impact, etc., il faut qu'auparavant ils aient acquis un certain nombre de choses, et peut-être que l'objectif des structures d'éducation relative à l'environnement est notamment importante. Et par rapport à ce qui était soulevé, nous travaillons, nous, sur deux aspects qui nous paraissent fondamentaux. L'éducation à visée délibérative, c'est-à-dire commencer déjà à essayer de maîtriser, entre guillemets, une question environnementale, c'est-à-dire on ne peut pas délibérer si on ne sait rien du tout, donc il faut quand même déjà essayer. Alors on ne demande pas que les jeunes soient des experts, c'est pas le problème. C'est pour ça que le maîtriser, il est entre guillemets. C'est-à-dire déjà comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants qu'il peut y avoir sur une question environnementale, pour après développer des compétences pour s'engager dans l'action, et s'engager dans l'action, quelle que soit l'action. Et c'est là où c'est très différent de l'éducation au développement durable. C'est-à-dire les gens, ils iront où ils veulent, dans quel parti politique ils veulent, dans quel type de cours environnementaliste. Notre rôle est de leur donner la possibilité de jouer leur rôle de citoyen, d'assumer pleinement leur rôle de citoyen, libre à eux de choisir quel type de rapport à l'environnement ils voudront défendre, quel type de société ils voudront défendre. Ça, c'est pas notre problème dans une démocratie, ce sera leur problème à eux. Là, rapidement, c'est pour montrer que le courant sur lequel on travaille, on n'a pas inventé grand-chose. Je veux dire, nous aussi, on ne réinvente pas l'eau chaude tous les matins. On s'est inspiré d'un certain nombre de courants internationaux, enfin nationaux et internationaux. Je n'ai pas le temps de les présenter tous, ce serait un peu long, mais simplement pour montrer que ce courant-là, il s'appuie sur un certain nombre de travaux nationaux et internationaux, à la fois au niveau théorique, au niveau pédagogique et au niveau politique, et de savoir effectivement qu'est-ce qui se joue derrière ce courant-là. Tiens, pourquoi j'ai mis celui-là? Je ne m'en souvenais plus. Voilà, excusez-moi, j'ai peut-être été long. J'ai essayé donc, non pas de résumer, de poser un certain nombre de questions telles que je les ai ressenties par rapport aux différentes interventions, et je vais laisser la parole à Donato.